Également, on va décrypter les déclarations. Amis téléspectateurs des Bambou Guinée TV, bienvenue dans votre émission Le Débat, une émission qui décrypte l'actualité socio-politique, économique et sociale de notre pays, la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes avec le fil rouge du parti Le BL, Bloc libéral, Dr Faya Milmono. Avec lui, on va parler sur l'actualité socio-politique. Également, le 2 octobre, la Guinée a 62 ans aujourd'hui et le président de BL a tenu une déclaration. Également, on va décrypter cette déclaration. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir invités chez vous. C'est un plaisir, vous êtes toujours la bienvenue. C'est la maison de tous les Guinéens, parce que c'est ici que nous allons accepter. N'est-ce pas? Voilà, avec vous, on va s'intéresser également d'abord à l'actualité socio-politique de notre pays. La Guinée a 62 ans aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Quel regard lancez-vous sur la situation socio-politique du pays? Il faut reconnaître que la journée d'aujourd'hui devait être une journée de grande festivité. Parce que c'est la date de naissance de notre pays, de notre nation. En 1958, c'est avec beaucoup de courage que nos papas, nos mamans ont choisi la liberté à l'opulence à l'esclavage. Nous qui sommes au bloc libéral, nous mesurons à sa juste valeur ce choix. Parce que quand l'homme n'est pas libre, il ne peut pas créer. La liberté donc est la condition sine qua non pour que nous puissions créer. Après donc cette indépendance, la Guinée a fait face à beaucoup d'adversités. On se rappelle, le colon n'était pas content de partir. Il a même utilisé beaucoup de pays voisins pour déstabiliser la Guinée. Et il y avait un autre motif qui justifiait que le colonisateur ne pardonne pas à la Guinée le choix. Parce que le premier président, M. Sékou Touré personnellement, a été l'un des grands artisans de la décolonisation du continent noir. Notre armée a été sur plusieurs champs de combat. On se rappelle au Mozambique, on se rappelle en Guinée-Bissau. Et donc, tout cela n'était pas de nature à laisser M. Sékou Touré et son régime en paix. Il a donc vécu rien que d'adversité. Le résultat, on sait ce qui s'est passé. À l'intérieur, à cause de cette adversité au niveau extérieur, il y avait une peur qui hantait ce régime de manière permanente. C'est pourquoi on a vécu des noms de 5e colonne et à l'intérieur, les libertés ont été confisquées, une dictature s'est installée, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie. Alors c'est ce qu'on peut retenir de notre premier régime. Le second est venu pour corriger ça. Il faut reconnaître que les Guinéens se sont sentis libres au début du Sénégal. Mais c'est devenu après une sorte de libertinage. Surtout sur le plan économique, il n'y avait pas de rigueur. Tous ceux qui avaient la main dans la gestion du pays, c'était la corruption, c'était l'enrichissement illicite. Et on se rappelle que c'est pendant les 24 années qu'on a vu au gouvernement les gens qui avaient le niveau le plus élevé en éducation. Si vous prenez tous les ministres que Lansana Conté a nommés, il y a eu plus de technocrates nommés au temps de Lansana Conté, au temps du premier régime, que maintenant. Mais malheureusement, tous ces technocrates n'ont été que d'une élite qui a trahi le peuple de Guinée, parce que finalement, la gouvernance a été plus calamiteuse. Et cela a conduit
à des problèmes économiques. Au niveau politique même, on a vécu la falsification de la Constitution en 2001 et cela nous a conduit à ce que nous avons retenu que les années 2000 aient été les plus violentes de l'histoire politique. Alors tout cela, nous avions pensé que ça devait être derrière nous. Après les élections de 2010, après tous les drames qu'on a vécus durant les années 2000, on a eu un opposant historique, quelqu'un qui a été très constant dans sa lutte depuis le début jusqu'à ce qu'il soit arrivé au pouvoir. On avait beaucoup espéré que ce que les Anglais appellent un outsider, quelqu'un qui est en dehors du système, qu'il allait complètement corriger le système. Malheureusement, il s'est plongé là-dedans, il s'est noyé, le népotisme continue, les nominations, n'est-ce pas, sur la base des petits copinages, etc., etc. Et surtout, l'aspect ethnique régional, on est en train d'exacerber les clivages et le pays est aujourd'hui, n'est-ce pas, au bord du gouffre. Naturellement, ce qu'il a trouvé dans la pirogue comme bâton, c'est avec ça qu'il est en train de traverser. Il a trouvé qu'on a falsifié la Constitution pour une présidence à vie. Alors il s'est dit pourquoi s'en priver. Et aujourd'hui, lui aussi a remis en cause tout ce que les gens ont eu d'admiration pour lui. Il a été un homme politique constant. Aujourd'hui, il n'est plus l'homme politique constant. L'homme qui s'est battu pour l'alternance, on s'est rendu compte qu'il ne croit pas. Et c'est ça en fait le problème aujourd'hui que nous avons. À l'issue de ces élections, à supposer que ça se passe dans le meilleur des mondes, calmement. Celui qui pourrait être le prochain président ne croit pas à l'alternance. Parce que le président du FDG et le président du FDG, aucun d'eux ne croit à l'alternance. Ils parlent de l'alternance selon la position qu'ils occupent vis-à-vis du pouvoir. S'ils sont dans le pouvoir, l'alternance, c'est un vrai mot. C'est quand ils sont dans l'opposition qu'ils réclament, et c'est ce qui nous fait dire que la Guinée n'a pas encore trouvé le chemin de sortir de l'ornière. Pourquoi le PL continue à attacher la ceinture et à mobiliser le peuple de Guinée en invitant que chacun de nous vienne au sein du FNDC pour empêcher cette forfaiture de prospérer. Voilà, aujourd'hui, bientôt, nous sommes déjà en campagne électorale, bientôt la Guinée va élire, disons, on ne sait pas, le 18 octobre, un autre président, cette fois-ci c'est Alpha Condé, mais un autre. Mais quand même, le 18 octobre, on va partir à la présidentielle. Vous n'êtes pas dans la course. Et quelles sont ces quelques motivations? Quelles sont vos motivations? D'abord, c'est une consultation. Nous sommes un parti politique dans lequel la démocratie fonctionne. Nous avons procédé à une consultation de toutes les structures, à travers le pays, à travers l'extérieur. Et au niveau des membres du bureau exécutif national, c'est individuellement que chacun s'est prononcé. Au niveau des coordinateurs régionaux, des coordinateurs nationaux locaux. Alors, lorsque nous avons compilé toutes ces données, on s'est rendu compte que la majorité, n'est-ce pas, de nos responsables à tous les niveaux, la majorité donc a choisi que nous ne partions pas à cette élection. Le détail dans la question qui était posée, c'était de dire, quelle que soit la réponse, les raisons pour lesquelles on choisit cette réponse. Et qu'est-ce qui est apparu donc comme élément de justification du choix de ne pas participer? Premièrement, nous avons mené une lutte héroïque et que nous sommes en train encore de mener d'ailleurs au sein du FNDC pour protéger notre constitution, qui est une constitution qui est l'émanation d'un consensus national en 2010. Alors, on nous a imposé un processus référendaire que nous n'avons pas reconnu. Et ce processus référendaire, n'est-ce pas, a consisté à soumettre un projet qui a été publié au journal officiel, sur lequel le peuple était censé se prononcer. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont participé, au moins on devait respecter ce projet. Mais on a réécrit ce projet, on a falsifié encore, donc on est allé de falsification en falsification. Aujourd'hui, nous n'avons aucun référentiel constitutionnel commun.
Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, nous avons dénoncé pendant presque toutes ces années le caractère corrompu du fichier électoral. En 2015, tous ensemble, nous avons dit, faisons faire un audit, essayons d'assainir le fichier. Les recommandations qui ont été faites en 2015, c'est seulement en 2018, lorsque le mandat des députés était expiré, qu'on a fait faire l'audit. Et l'audit a révélé effectivement que le fichier était corrompu. Les recommandations qui ont été faites ont été ignorées. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé aux dernières élections législatives. La situation est encore la même au niveau du fichier. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième raison, le fichier électoral. Mais il y a autre chose. Dans quel pays vous pouvez voir l'organe chargé des élections demander à la Cour chargée d'arbitrer entre les protagonistes d'une élection de l'autoriser à violer systématiquement la loi pour pouvoir tenir à une date donnée, le 18. Le 18, ça ne devait pas être connu seulement il y a un mois ou 2 semaines. Depuis 5 ans, on savait que le mandat de M. Alpha Condé devait finir en 2020. Donc, on devait se préparer pendant 5 ans pour que on ne viole pas nos lois pour pouvoir, n'est-ce pas, respecter une date. Et la Cour constitutionnelle, curieusement, a donné l'autorisation à la CENI de violer systématiquement la loi. Alors, nous savons que la Cour constitutionnelle, c'est l'arbitre suprême en cas d'élection. Si c'est cet arbitre-là qui a déjà autorisé, n'est-ce pas, la violation de la loi, si vous êtes candidat à une élection, à qui vous allez vous plaindre? À personne. Et donc, nous avons considéré que tout est opaque. Il y a eu beaucoup de nos militants, nos responsables régionaux. Certains sont, au moment où nous parlons, en exil. Il y en a qui ont été arrêtés, envoyés en prison à Cancan. On a libéré 35 il n'y a pas longtemps, et il y a d'autres qui sont encore en prison. Toutes ces raisons-là, nous avons regardé, on a dit, ce ne sont pas des élections. Et si ce ne sont pas des élections, participer à ça, c'est participer à créer des problèmes à notre pays. Vous voyez comment les élections se font. Nous sommes à moins de 3 semaines de la présidentielle. Mais vous ne voyez pas l'enthousiasme dans les rues. Quels sont les discours que vous entendez? Allons à la guerre. Déjà, on a commencé à enregistrer des morts. À Dalaba, on en a enregistré. À Farana, on en a enregistré. Aujourd'hui, c'est des extrémistes qui se sont emparés du débat. Voilà autant de raisons qui ont fait que nous n'avons pas participé. Et en décidant de ne pas participer, nous avons décidé de ne pas donner de consigne de vote. Et on en est là. Nous continuons notre combat à l'intérieur des 27. Et quel regard lancez-vous sur les autres, disons les autres membres, car même du FNDC, Kabeni Kamara qui était là avec vous, c'est Xavier Diallo et tant d'autres, et Kamara étaient avec vous dans la lutte. Mais aujourd'hui, ils se sont dissociés de vous et ils sont allés à la présidentielle. Et quel regard portez-vous par rapport à eux? Nous leur avons dit, ils n'ont pas tous décidé en même temps. Le premier qui a dit, c'était mon frère Ousmane Kaba. Je lui ai dit, mon frère, c'était une erreur. Et tous ceux qui sont venus après et qui ont fait la même chose, je leur dis la même chose, c'est une erreur. J'ai été jusqu'à Boston. À Boston se trouve un institut, un tout petit institut créé par Jean Charles, un monsieur de conviction. L'institut s'appelle l'Institut Albert Einstein. Cet institut-là est en train d'aider beaucoup de pays à travers le monde à passer de la dictature à la démocratie. Ce petit institut a été la serre nourricière de la révolution, n'est-ce pas, en Égypte, de la révolution en Tunisie, de la révolution au Burkina Faso, la révolution, n'est-ce pas, au Soudan, etc., etc. Même au Mali, je ne serais pas étonné qu'on me dise que cet institut était derrière. J'ai été à Boston, j'ai rencontré, n'est-ce pas, le fondateur de cet institut. Il m'a demandé, est-ce que vous pensez qu'à la tête de votre pays aujourd'hui, c'est une dictature? Je dis oui.
Il dit si c'est une dictature, il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire. La première, n'utilisez jamais la violence contre le dictateur. Vous justifiez toutes ces bavures. Ça, c'est la première chose. Il a le pouvoir militaire. Il est comment on appelle ça, le commandant en chef des forces armées. Il contrôle la police, il contrôle la gendarmerie, il contrôle les services secrets. Si vous utilisez la force pour combattre un dictateur, vous légitimez toute sa violence. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas négocier avec un dictateur. Si ce n'est pas pour le ménager pour qu'il sorte, c'est-à-dire quand il se rend compte que rien n'est plus possible, vous lui ouvrez, n'est-ce pas, un boulevard pour qu'il parte. Sa capitulation est la seule chose qui doit faire l'objet de négociations avec un dictateur. La troisième chose, ne va pas aux élections avec un dictateur, il les gagne toujours. Regardez ce qu'on fait. Même les images de violence dont on nous a montré à l'abbé, nous avons été encore plus attentifs à certaines choses que beaucoup n'ont pas vues. Vous voyez beaucoup de VA dedans. On n'est pas censé utiliser les biens de l'État pour faire la campagne pour un candidat. C'est la constitution guinéenne qui le dit. Des choses d'ailleurs qui est interdite. Complètement interdite. Non seulement on utilise les biens de l'État, on utilise les fonds publics, ce qui est en train de se passer est réellement catastrophique. Voilà autant de raisons pour lesquelles nous pensons que aller à ces élections-là, c'est créer les conditions pour mettre le pays en difficulté. Nous aurions pu continuer ce combat et le gagner, comme les Maliens l'ont fait. Le gagner, comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Soudanais l'ont fait, et comme les Guinéens même s'ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Parce que rappelons-nous l'histoire de ce pays. En 2001, il y a eu un tripatouillage de la constitution dans ce pays. Et ce tripatouillage a permis à Lansana Conté Persona d'être candidat en 2003. Rappelons-nous que tous les grands leaders à l'époque, l'actuel président, le défunt Jean-Marie Doré, Persona, le défunt Bamamadou, Sirajou Diallo, Père Alonso, Sidia Touré qui est encore là, tous ces leaders étaient des candidats potentiels. Mais aucun d'eux n'a légitimé le tripatouillage de la Constitution en 2001. Lansana Conté était donc obligé de s'acheter un candidat qui devait être opposé à lui. Il est sorti de ces élections plus affaibli qu'il n'avait jamais été. C'est ce qui a conduit le pays à la faillite et nous savons les conséquences après. La difficulté aujourd'hui, c'est que nos amis qui quittent pour aller à ces élections risquent de nous mettre dans une situation plus difficile au sortir de ces élections. Parce que nous savons, ce ne sont pas les élections qui vont se passer, c'est des gouverneurs qui vont remplir les urnes, les préfets, les sous-préfets. On a même dépouillé les urnes dans les camps militaires lors du fameux référendum et des élections législatives. Ce n'est pas exclu que cet exploit encore soit réalité. Si tout ça se fait et qu'on proclame que M. Alpha Condé est élu, il y aura déjà de la suspicion entre nous. Parce qu'au sein du FNDC, il faut reconnaître, beaucoup ont abandonné les autres dans le combat. Le premier groupe qui a abandonné, c'est lorsqu'il a été question d'aller à une consultation que M. Alpha Condé a instruit le Premier ministre de faire. Il y en a qui ont quitté, alors qu'on avait fait des déclarations pour dire on ne va pas. Ensuite, quand il a été question du référendum et des élections législatives, il y a un autre groupe qui a quitté. Et maintenant, pour les présidentielles, ça sera pareil au même. Et ce qui va être difficile, c'est qu'il sera très difficile de recoller les morceaux après. Et vous qui parlez de paix, vous qui parlez également de liberté, quel message vous avez à l'endroit du peuple de Guinée? Ce que je peux dire au peuple de Guinée, c'est de ne pas céder à ce discours ou ces discours que nous sommes en train d'entendre. Je vais les appeler des garçons, parce que les leaders politiques ne tiennent pas ce genre de discours. Il y a des garçons qui sont en train de tenir des discours qui ne sont pas bons pour le pays. Il ne faut pas aller dans ce sens. Il est très facile de dire on va en guerre.
très facile. Mais la guerre, elle n'est bonne à regarder qu'à la télévision nationale ou bien dans une salle de cinéma. Quand vous avez vécu la guerre, vous n'allez jamais souhaiter la guerre, même à votre ennemi. J'invite donc le peuple de Guinée à refuser de rentrer dans ce discours. J'invite le peuple de Guinée à poursuivre la lutte pacifique que nous sommes en train de mener au sein du FNDC. D'autres peuples ont réussi à avoir raison, n'est-ce pas, de mauvaise gouvernance dans leur pays en utilisant juste des manifestations pacifiques. Le Mali vient de le prouver. Donc, ne pas surtout rentrer dans la division. Nos aînés qui ont fait la politique avant nous n'ont eu qu'une seule marchandise à nous vendre, la division. On n'a pas besoin de nous compter par ethnie, tel est Soussou, tel est Malinké, tel est Peul, tel est Kissi, tel est Thomas, Balé, Manon. Oui, c'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Personne n'a choisi d'être Malinké ou Peul ou blanc ou noir. Mais nous sommes des personnes nées et condamnées à vivre sur ces 245 857 km². Nous sommes condamnés à nous entendre. Et je crois qu'il y a des Guinéens qui peuvent offrir ce leadership. On n'en a pas encore. C'est pourquoi nous poursuivons notre combat. Voilà, vous l'avez compris, amis téléspectateurs, nous sommes presque au terminus de l'émission, mais Dr Foya Bune, vos mots de la fin. Mon mot de la fin, c'est d'abord de dire merci à Bambou d'être dans les locaux du Peuple libéral. Désormais, à travers cette émission, beaucoup de Guinéens savent qu'il y a une maison à Conakry qui sert de siège du Peuple libéral. Merci beaucoup. Et je dis encore au peuple de Guinée qu'on a de beaux jours devant nous. Dieu nous a dotés de trop de ressources pour que nous soyons dans la misère. Il suffit simplement que nous sortions de ce qu'on est en train de nous faire, l'ethnocentralisme, le régionalisme. Dès lors que nous le réussissons, je vous assure qu'on peut faire de la Guinée un paradis sans trop de difficultés. En tout cas, je vous remercie encore une fois et je dis bonsoir ou bonjour à vos téléspectateurs. Merci également à vous, docteur Foya Milmono. Nous étions avec lui dans l'émission Le Débat. Vous l'avez compris, amis téléspectateurs, on se reprend donc la semaine prochaine pour un autre numéro, également avec un autre invité. Au revoir. Également, on va décrypter